L'homme noir avait des postes de garde tout le long de la frontière est de l'Oregon. Le plus important était celui d'Ontario, sur l'autoroute 80. 6 hommes s'y étaient installés dans la remorque d'un gros camion. Ils étaient là depuis plus d'une semaine, passant la journée à jouer au poker à coups de billets de 20 et de 50 $, aussi inutiles maintenant que des billets de Monopoly. L'un d'eux avait déjà gagné près de 60 000 $. Un autre, un homme qui ne gagnait sans doute pas plus de 10 000 $ par an dans le monde d'avant la grippe, était dans le trou de plus de 40 000 $. Il avait plu presque toute la semaine et les hommes commençaient à rouspéter. Ils étaient venus de Portland et ils voulaient retourner là-bas. Il y avait des femmes à Portland. Un puissant émetteur-récepteur était accroché au sommet d'une perche, mais il ne captait que des parasites. Les 6 hommes n'attendaient qu'un seul mot, rentrer. Ce qui voudrait dire que l'homme qu'ils attendaient avait été capturé ailleurs. L'homme qu'ils attendaient avait environ 70 ans, cheveux clairsemés, constitution robuste. Il portait des lunettes et conduisait une 4 roues motrices blanc et bleu, style Jeep. Dès qu'il serait découvert, il fallait le tuer. Ils étaient nerveux et ils s'ennuyaient. La nouveauté de miser de fortes sommes au poker, avec de vrais billets de banque, s'était émoussée 2 jours plus tôt, même pour les moins doués. Mais pas assez pour rentrer à Portland sans autorisation, car c'était le promeneur lui-même qui leur avait donné leur ordre, et en dépit de toutes ces journées passées sous la pluie dans une remorque, il continuait à les terroriser. S'ils salopaient le boulot et qu'ils s'en aperçut, ils n'auraient plus qu'à faire leur prière. Ils jouaient donc aux cartes, faisaient le guet à tour de rôle par une fente découpée dans la carrosserie de la remorque. L'autoroute 80 était déserte sous cette pluie maussade qui ne cessait de tomber. Mais si la voiture du vieux arrivait, elle serait vue et arrêtée. « C'est un espion de l'autre camp », leur avait dit le promeneur, son horrible sourire aux lèvres. Pourquoi si horrible? Aucun d'eux n'aurait pu le dire, mais lorsque vos yeux rencontraient ce sourire, vous aviez l'impression que votre sang se transformait en une soupe à la tomate qui vous brûlait les veines. « C'est un espion », avait-il dit. « Nous pourrions l'accueillir à bras ouverts, tout lui montrer, et le renvoyer chez lui sans lui faire de mal. Mais je le veux, je les veux tous les deux, et nous allons renvoyer leur tête de l'autre côté des montagnes avant les premières neiges, pour les faire réfléchir pendant l'hiver. » Et il avait éclaté d'un rire sonore devant ceux qui l'avaient rassemblé dans une des salles de réunion du centre des congrès de Portland. Ils avaient souri, eux aussi, mais pas de bon cœur. Ils pouvaient bien se féliciter les uns les autres d'avoir été choisis pour cette mission. Au fond d'eux-mêmes, ils auraient bien voulu que ces yeux joyeux, horribles, que ces yeux de belette se posent sur quelqu'un d'autre. Il y avait un autre poste de garde important à Chiville, loin au sud d'Ontario. 4 hommes attendaient dans une petite maison un peu à l'écart de l'autoroute 95, qui descend en serpentant vers le désert Alvord et ses fantastiques formations rocheuses sillonnées de cours d'eau noirs et violents. Les autres postes, 12 au total, s'échelonnaient depuis le tout petit village de Flora, en bordure de la route 3, à moins de 100 km de la frontière de l'État de Washington, jusqu'à McDermott, sur la frontière séparant l'Oregon du Nevada. 2 hommes attendaient dans chacun de ces postes. Un vieillard dans une 4x4 bleu et blanc. Toutes les sentinelles avaient les mêmes instructions. Tuez-le, mais ne touchez pas à sa tête. Pas de sang ni de marque au-dessus de la pomme d'Adam. Je ne veux pas leur envoyer de la marchandise avariée, leur avait dit Randy Flagg, et son rire avait claqué et grondé comme de la foudre. La frontière entre l'Oregon et l'Idaho est marquée au nord par une rivière, la Snake. Si vous suiviez la Snake en direction du nord, à partir d'Ontario, la petite ville où les 6 hommes enfermés dans leur remorque jouaient aux cartes pour de l'argent qui ne valait plus rien, vous finissez par arriver à un jet de salive de Copperfield. Le Snake fait un coude à cet endroit. Les géologues diraient qu'elle décrit un méandre, ce qui est exact. Quoi qu'il en soit, un barrage vient couper le cours de la Snake près de Copperfield. Et ce jour-là, le 7 septembre, tandis que Stu Redman et son groupe se traînaient sur la National 6, plus de 1700 km au sud-est, Bobby Terry était assis dans l'épicerie Bazar de Copperfield, une pile de bandes dessinées à côté de lui. Il se demandait si le barrage de la Snake était bien solide et si les vannes étaient restées ouvertes ou fermées. Dehors, la National 86 passait devant l'épicerie. Bobby et son copain Dave Roberts, qui dormait en haut dans le logement de l'épicier, avaient beaucoup parlé du barrage. Il pleuvait depuis une semaine et la Snake était haute. Suppose que ce vieux barrage décide de lâcher, c'est pas trop bon.
Une muraille d'eau balayerait Copperfield. Bobby Terry et Dave Roberts allaient se retrouver en train de barboter dans le Pacifique. Ils avaient pensé faire un tour au barrage pour voir s'il y avait des fissures, mais finalement ils n'avaient pas osé. Les ordres de Flagg étaient nets et précis, ne vous montrez pas. Dave avait fait remarquer que Flagg pouvait être n'importe où. C'était un grand voyageur, et l'on racontait déjà comment il apparaissait tout à coup dans un misérable hameau où il n'y avait qu'une poignée de gens en train de réparer des lignes haute tension ou de recueillir des armes dans une installation de l'armée. Il apparaissait comme un fantôme noir, grimaçant, chaussé de bottes poussiéreuses aux talons usés. Parfois il était seul, parfois il était accompagné de Lloyd, au volant d'une énorme Daimler, aussi longue et noire qu'un corbillard. Parfois il était à pied. Un moment il était là, l'instant d'après ailleurs. Il pouvait être à Los Angeles un jour, c'est du moins ce qu'on disait, pour apparaître à Boise le lendemain, à pied. Mais comme Dave l'avait fait observer, Flagg pouvait bien être Flagg, il ne pouvait quand même pas se trouver à 6 endroits en même temps. Donc, l'un d'eux pouvait cavaler jusqu'à ce foutu barrage, jeter un coup d'œil et revenir s'entraîner. 1000 chances contre une de réussir. « Ah bah c'est parfait, tu y vas » lui avait dit Bobby. « Tu as ma permission. » Mais Dave avait décliné l'invitation avec un sourire gêné, car Flagg savait les choses. Il n'avait pas besoin de se pointer à l'épicerie. Certains disaient qu'il possédait un pouvoir surnaturel sur les prédateurs du règne animal. Une femme, Rose Kingman, prétendait l'avoir vu faire claquer ses doigts devant une bande de corbeaux perchés sur un fil téléphonique. Les corbeaux étaient venus se poser sur ses épaules, racontait Rose, et s'étaient mis à croasser « Flagg, Flagg, Flagg !» C'était complètement ridicule, il le savait bien. Un crétin pouvait sans doute y croire, mais Dolores, la mère de Bobby Terry, n'avait pas mis au monde un crétin. Il savait comment les histoires grossissent entre la bouche qui parle et l'oreille qui écoute, et que l'homme noir ne demandait pas mieux qu'on répète ses racontards. Pourtant, son instinct le faisait frissonner quand il entendait ces histoires, comme si elles renfermaient toutes une parcelle de vérité. Certains disaient qu'il pouvait appeler les loups ou posséder en esprit le corps d'un chat. À Portland, un homme prétendait qu'il avait une belette, une loutre ou une autre bestiole infecte dans ce vieux sac à dos de boy scout qu'il portait toujours quand il marchait. Des bêtises. Mais supposez qu'il sache vraiment parler aux animaux, et supposez que lui ou Dave aille faire un tour au barrage, en violation flagrante de ses ordres, et qu'on le voie. Le châtiment, pour ceux qui désobéissaient, était la crucifixion. De toute façon, Bobby Terry avait l'impression que ce vieux barrage tiendrait le coup. Il prit une cigarette et l'alluma. Il fit une grimace. Le tabac était sec. Encore 6 mois, et ces foutues cigarettes seraient tout infumables. Tant mieux peut-être. Ces saloperies vous tuaient à petit feu. Il soupira et prit une autre bande dessinée dans la pile. Une idiotie à propos de tortues mutantes, complètement connes, ninja. Dégoûté, il lança à l'autre bout de l'épicerie l'album qui vint se percher sur la caisse enregistreuse, à moitié ouvert, comme une tente. Quand on lit ces trucs-là, pensa-t-il, c'est tout juste si on pense pas que le monde aurait tout aussi bien pu disparaître. Il prit un autre album, un Batman, et lui, c'était un héros à peu près vraisemblable. Et il allait tourner la première page lorsqu'il vit la Scout bleue passer devant lui en direction de l'ouest. Ses gros pneus faisaient jaillir des gerbes d'eau boueuse. Bobby Terry regardait bouche bée l'endroit où la voiture venait de passer. Il ne parvenait pas à croire que le véhicule qu'ils recherchaient tous venait de filer sous son nez. Pour être franc, il avait cru que toute cette histoire n'était qu'un prétexte pour les occuper un peu. Il se précipita vers la porte et l'ouvrit d'un coup. Le Batman à la main, il sortit en courant sur le trottoir. Peut-être n'était-ce qu'une hallucination. Il suffisait de penser à Flagg pour avoir des hallucinations. Mais non. Il aperçut le toit de la voiture qui disparaissait derrière une côte à la sortie du village. Au pas de course, il rentra dans l'épicerie et appela Dave en hurlant à plein poumon. Le juge se cramponnait à son volant, essayant de se convaincre, primo, que l'arthrite n'existait pas, secondo, que si elle existait, il n'en souffrait pas, tertio, que s'il en souffrait, elle ne l'avait jamais gêné par temps de pluie. Il ne chercha pas à pousser plus loin son raisonnement, car la pluie était un fait indéniable, comme aurait dit son père, et qu'il n'y avait pas d'espoir, sauf le monde de l'espoir. Oui, tout cela n'allait pas le mener très loin, pensa-t-il. Il y avait 3 jours qu'il roulait sous la pluie, parfois une petite bruine, mais le plus souvent des averses proprement torrentielles.
C'était un fait indéniable. Les routes étaient sur le point de s'effondrer par endroits. Au printemps, beaucoup seraient totalement impraticables. Plus d'une fois, il avait remercié Dieu d'avoir pris ce 4x4 pour sa petite expédition. Les 3 premiers jours sur l'autoroute 80 l'avaient convaincu qu'il n'arriverait pas sur la côte du Pacifique avant l'an 2000 s'il ne prenait pas des routes secondaires. L'autoroute était étrangement déserte par endroits. Ailleurs, il avait pu zigzaguer en secondes entre les véhicules immobilisés. Mais trop souvent, il avait dû se servir du treuil de la scout pour déplacer une voiture et se faufiler tant bien que mal au milieu d'un embouteillage. À Rawlins, il en avait eu assez. Il avait pris au nord-ouest par la nationale 287 et 2 jours plus tard, il campait dans le Wyoming à l'est du Yellowstone. Dans cette région, les routes étaient presque désertes. La traversée du Wyoming et de l'est de l'Idaho avait été une expérience effrayante, cauchemardesque. Il n'aurait jamais cru que la mort puisse imprégner autant un pays aussi vide, et même sur son âme à lui. Mais elle était là, immobilité maligne sous l'immense ciel de ce pays que sillonnaient autrefois les cerfs et les caravanes de camping. Elle était là, dans ces poteaux de téléphone qui étaient tombés et que personne n'avait redressés. Elle était là, dans l'attente glacée des petites villes qu'il traversait, Lamont, Muddy Gap, Jeffrey City, Landert, Groveheart. Sa solitude avait grandi quand il avait compris toute la dimension de ce vide, quand il avait accepté la présence de la mort. Peu à peu, il avait acquis la conviction qu'il n'allait jamais plus revoir la zone libre de Boulder, ni ceux qui y habitaient. Franny, Lucy, le jeune Lauder et Nick. Et il commençait à se dire qu'il comprenait maintenant ce qu'avait pu sentir Caïn quand Dieu l'exila au pays de Nod. Si ce n'est que le pays de Nod était à l'est d'Éden, et le juge était à l'ouest. Cette impression le frappa avec une violence particulière lorsqu'il passa du Wyoming en Idaho par le col Targhee. Il s'était arrêté au bord de la route pour manger quelque chose. Aucun bruit, si ce n'est le bouillonnement colérique d'un torrent tout proche et un grincement étrange qui lui fit penser à une charnière rouillée. Au-dessus de lui, le ciel bleu commençait à s'ensabler d'écailles plombées. La pluie arrive, et avec la pluie l'arthrite. Son arthrite s'était tenue bien tranquille jusqu'à présent, malgré l'exercice, les longues heures au volant. Mais quel était donc ce bruit de charnière rouillée? Quand il eut terminé de déjeuner, il prit son garant et descendit vers les tables de pique-nique qui bordaient le torrent. Un endroit bien agréable, s'il avait fait plus beau. Plusieurs tables se dressaient au milieu d'un petit bosquet d'arbres, et pendu à l'un des arbres, ses chaussures touchant presque le sol, un homme se balançait, la tête grotesquement penchée sur le côté, son cadavre nettoyé de pratiquement toute sa chair par les oiseaux. Le bruit qui avait intrigué le juge venait de la corde qui glissait sur la branche. Elle était si usée qu'elle n'allait plus tarder à se casser. C'est alors qu'il avait compris qu'il était arrivé à l'ouest. Dans l'après-midi, vers 4 heures, les premières gouttes hésitantes de pluie s'étaient écrasées sur le pare-brise de la voiture. Depuis, il n'avait pas cessé de pleuvoir. Il était arrivé à Butte City 2 jours plus tard. Il avait si mal aux doigts et aux genoux qu'il avait dû s'arrêter une journée entière, réfugié dans une chambre de motel. Allongé sur un lit, entouré de cet immense silence, des serviettes chaudes sur les mains et les genoux, plongé dans la lecture d'un livre, le juge Faris faisait un bien étrange Robinson Crusoe. Bourré d'aspirine et de brandy, il s'était remis en route, explorant pratiquement les routes secondaires, contournant les véhicules immobilisés, en s'enfonçant dans les accotements bourbeux, plutôt que d'utiliser le treuil, qui le forçait à se baisser pour rattacher le câble. Mais ce n'était pas toujours possible. Et alors qu'il approchait des monts de la Salmon River, 2 jours plus tôt, le 5 septembre, il avait dû remorquer en marche arrière un gros camion de la compagnie de téléphone sur plus de 2 kilomètres, avant que l'accotement ne cède et qu'il puisse faire basculer l'horrible engin dans une rivière innommable puisqu'il n'en connaissait pas le nom. Dans la nuit du 4 septembre, un jour avant l'accident du camion et 3 jours avant que Bobby Terry ne le voie traverser Copperfield, il avait passé la nuit à New Meadows. Un incident plutôt désagréable s'était alors produit. Il s'était arrêté au motel Rashland, avait décroché une clé à la réception et s'était trouvé quelque chose en prime, un radiateur électrique à batterie qu'il avait installé au pied de son lit. La nuit venue, il était au chaud, parfaitement bien dans sa peau pour la première fois depuis une semaine. Le radiateur chauffait très fort, le juge était en sous-vêtements, le dos calé sur plusieurs oreillers, et il lisait le compte-rendu d'un procès qui avait eu lieu à Brixton dans le Mississippi. Une noire illettrée avait été condamnée à 10 ans de prison pour vol à l'étalage. Le procureur et 3 des jurés étaient noirs.
L'auteur semblait vouloir dire que... Toc, 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 à la fenêtre. Le vieux cœur du juge chancela dans sa poitrine. Le livre fit un vol plané. Le juge saisit le garant, appuyé sur une chaise, et se retourna vers la fenêtre, prêt à tout. L'histoire qu'il avait préparée, au cas où on l'interrogerait, traversa son esprit à toute vitesse, comme un fétu de paille emporté par le vent. Et voilà, il voulait savoir qui il était et d'où il venait. Mais c'était un corbeau. Le juge se détendit petit à petit et parvint à esquisser un mince sourire. Un corbeau, tout simplement. Il était debout sous la pluie, perché sur le rebord de la fenêtre, ses plumes brillantes, grotesquement collées ensemble, ses petits yeux observant à travers la vitre ruisselante un très vieil homme de loi, et le plus vieil espion amateur du monde, allongé sur un lit de motel dans l'ouest de l'Idaho, complètement nu, à part son short, semé d'inscriptions en lettres mauvais or, Los Angeles Lakers, et un gros bouquin de droit posé sur son gros ventre. Le corbeau semblait presque sourire devant ce spectacle. Le juge se détendit complètement et rendit son sourire à l'oiseau. « D'accord, tu peux te moquer de moi, pensa-t-il. Mais après 2 semaines de solitude dans ce pays désert, il pensait qu'il avait raison de se sentir un peu nerveux. Toc, toc, toc. Le corbeau cognait sur la vitre avec son bec, comme tout à l'heure. Le sourire du juge commença à s'effacer. Il y avait quelque chose dans la manière dont ce corbeau le regardait qu'il n'aimait pas beaucoup. L'oiseau semblait encore sourire, mais le juge aurait juré que c'était un sourire de mépris, une sorte de ricanement. Toc, toc, toc. Quand vais-je découvrir ce qu'ils ont besoin de savoir, mes amis de la zone libre qui sont si loin? Jamais, peut-être. Découvrais-je le défaut de la cuirasse de l'homme noir? Peut-être jamais. Et reviendrai-je sain et sauf? Jamais. Toc, toc, toc. Le corbeau le regardait et paraissait sourire. Et c'est alors qu'il comprit, vague certitude qui fit se recroqueviller ses testicules, que ce qu'il voyait devant lui était l'homme noir, son âme, son cas, incarné dans ce corbeau grimaçant, trempé de pluie, qui l'observait. Fasciné, le juge soutenait le regard de l'oiseau. Les yeux du corbeau semblèrent s'élargir. Ils étaient bordés de rouge, remarqua le juge, un riche rubis sombre. Les gouttes de pluie glissaient et tombaient. Le corbeau se pencha en avant et d'un mouvement décidé cogna sur la vitre. Et le juge pensait « Il croit m'hypnotiser. Il y arrive peut-être un peu, mais je suis sans doute trop vieux pour ces choses. Et supposons, c'est idiot naturellement, mais supposons que ce soit lui. Et supposons que je puisse prendre assez vite ce fusil. Il y a 4 ans que je n'ai plus fait de tir au pigeon, mais j'ai été champion de mon club en 76 et encore une fois en 79. J'étais encore assez bon en 86. Rien d'extraordinaire, pas de ruban cette année-là, si bien que j'ai abandonné. Ma fierté tenait mieux le coup que mes yeux. Mais quand même, capable d'arriver 5e sur 22 concurrents. Et cette fenêtre est beaucoup plus près. Si c'était lui, pourrais-je le tuer? Emprisonner son cas, si cette chose existe, dans le cadavre de ce corbeau. Serait-il contre l'ordre des choses qu'un vieux bonhomme mette un point final à toute cette affaire en assassinant sans gloire un corbeau dans l'ouest de l'Idaho? Le corbeau grimaçait. Le juge était maintenant tout à fait certain qu'il grimaçait. Tout à coup, le juge se redressa, épaula le garant d'un mouvement rapide et sûr, mieux qu'il n'aurait cru pouvoir le faire. Une sorte de panique sembla s'emparer du corbeau. Ses plumes, trempées de pluie, battirent, projetant des gouttelettes d'eau. Ses yeux semblèrent s'ouvrir très grands, terrorisés. Le juge l'entendit pousser un croa étranglé, et un instant, il eut une certitude triomphante. C'était bien l'homme noir. Il s'était trompé sur le compte du juge, et le prix qu'il allait payer pour cette erreur serait sa misérable vie. « Prends ça !» cria le juge en appuyant sur la détente. Mais elle refusa de bouger, car il avait laissé le cran de sûreté. Un moment plus tard, la fenêtre était vide, seule la pluie claquait contre les vitres. Le juge laissa retomber le garant sur ses jambes. Il se sentait vidé, stupide, mais il se dit que ce n'était qu'un corbeau, après tout, une petite distraction pour mettre un peu d'animation dans cette soirée. Et s'il avait cassé la vitre, il aurait plu à l'intérieur, si bien qu'il se serait lui-même infligé l'insupportable ennui d'un changement de chambre. Bref, il avait eu de la chance. Il dormit mal cette nuit-là. Plusieurs fois, il se réveilla en sursaut, braquant les yeux sur la fenêtre, convaincu qu'il avait entendu frapper contre la vitre. Si le corbeau se reposait sur son perchoir, cette fois, il ne repartirait plus. Le juge avait pris la précaution d'ôter le cran de sûreté.
Mais le corbeau ne revint pas. Le lendemain matin, il avait continué sa route en direction de l'ouest. Son arthrite n'allait pas plus mal, mais certainement pas mieux. À 11 heures et quelques minutes, il s'était arrêté dans un petit café pour déjeuner. Comme il terminait son sandwich et son thermos de café, il avait vu un gros corbeau battre lourdement des ailes et atterrir sur un fil téléphonique un peu plus loin dans la rue. Fasciné, le juge l'observait, le gobelet rouge du thermos immobilisé à mi-chemin entre la table et sa bouche. Ce n'était pas le même corbeau, naturellement. Il devait y avoir des millions de corbeaux à présent, tous gros et gras. Le monde était devenu un monde de corbeaux, mais n'empêche, il avait l'impression que c'était bien le même corbeau, et il eut alors un mauvais pressentiment, un sentiment envahissant de résignation qui lui disait que tout était fini. Il n'avait plus faim. Il s'était remis en route, et quelques jours plus tard, à 12h15, il était maintenant dans l'Oregon et suivait la nationale 86. Il traversa la ville de Copperfield sans même jeter un coup d'œil à l'épicerie Bazar où Bobby Terry le regardait passer, bouche bée. Le garant était à côté de lui, sur la banquette, cran de sûreté enlevé, de même qu'une boîte de munitions. Le juge avait décidé de tirer sur tous les corbeaux qu'il rencontrerait. Question de principe. « Plus vite! Tu peux pas aller plus vite avec cette foutue bagnole? Oh, fais pas chier, Bobby. C'est pas parce que tu roupillais que tu dois me casser les roustons. » Dave était au volant de la Willis International qu'ils avaient garée à reculons dans la ruelle bordant la petite épicerie. Quand Bobby avait enfin réussi à réveiller Dave et à le faire s'habiller, le vieux dans sa scout avait pris 10 minutes d'avance sur eux. Il pleuvait très fort et la visibilité était mauvaise. Bobby tenait une Winchester sur ses genoux et il avait aussi un Colt 45 à la ceinture. Dave, qui portait des bottes de cow-boy, un jean, un ciré jaune et rien d'autre, lui jeta un coup d'œil. « Si tu continues à faire joujou avec cette gâchette, tu vas percer un trou dans la portière, Bobby. »« Oh, t'occupe, répondit Bobby. « Dans le bide. Le tirer dans le bide. Faut pas amocher la tête. Oui, c'est ça. »« Arrête de parler tout seul, dit Dave. Les gens qui parlent tout seuls jouent tout seuls avec leur petit machin dans le noir. Voilà ce que je pense. »« Mais où c'est qu'il est ?» demanda Bobby. « On va le rattraper, dit Dave. Sauf si t'as rêvé. J'aimerais pas être dans ta peau si t'as rêvé, mon vieux. »« J'ai pas rêvé, dit Bobby. C'était la scout, j'en suis sûr. Mais s'il prend une autre route. »« Quelle route ? demanda Dave. Il n'y a que des chemins de ferme jusqu'à l'autoroute. Il pourrait pas faire 5 mètres là-dessus sans s'embourber jusqu'aux essieux, 4x4 ou pas. Allez, relax, Bobby. Oh, je peux pas, répondit Bobby d'une voix geignarde. Je peux pas m'empêcher de penser à ce qu'on doit sentir quand on te met à sécher en plein désert, pendu à un poteau de téléphone. Ah, tu parles, dit Dave. Oh merde, tu vois, on lui colle au cul. Devant eux, le résultat d'une collision frontale entre une Chevy et une grosse Buick, vieille de plusieurs mois déjà. Sous la pluie, les deux épaves bloquaient complètement la route, comme les ossements rouillés de 2 mastodontes restés sans sépulture. Sur la droite, des marques fraîches de pneus zébraient l'accotement. « Ah, c'est lui, dit Dave. Il n'y a pas 5 minutes qu'il est passé. » Un coup de volant à droite, et la Willis monta sur l'accotement en cahotant furieusement. Dave retourna sur la chaussée, au même endroit que le juge, et les deux hommes virent les arêtes de poissons boueuses que les pneus de la scout avaient laissées sur l'asphalte. En haut de la colline suivante, ils aperçurent la scout qui disparaissait derrière une butte 3 kilomètres plus loin. « Allez, cocotte !» cria Dave. « Vas-y, ma vieille !» Il écrasa l'accélérateur, et l'aiguille du compteur monta lentement jusqu'à 100. Le pare-brise n'était plus qu'un brouillard argenté de pluie que les essuie-glaces ne pouvaient espérer dissiper. Au sommet de la butte, ils revirent la scout, plus près cette fois. Dave alluma ses phares et se mit à faire des signaux. Quelques moments plus tard, la scout répondit en faisant clignoter ses stops. « Bon, dit Dave, on joue les gars sympas. Faut qu'il descende de sa bagnole. Alors fais pas le con, Bobby. Si on fait du beau travail, on va se retrouver dans 2 belles suites au MGM Grand Hôtel. Et si on fait les cons, on va se faire défoncer le trou du cul. Alors fais pas le con. Tu t'arranges pour qu'il sorte de la bagnole. »« Mais merde, pourquoi qu'il n'est pas passé par Robinette ?» pleurnicha Bobby, les mains serrées sur sa Winchester. Dave lui donna une tape sur les mains. « Et tu sors pas avec ton fusil ?»« Mais, fit l'autre. Oh, ta gueule. Et souris, nom de Dieu. » Bobby fit un effort pour sourire, un sourire de clown mécanique. « Oh, t'es bon à rien, grommela Dave. Je vais faire le boulot, reste dans la bagnole. »
Ils étaient arrivés à la hauteur de la scout qui attendait, 2 roues sur la chaussée, 2 roues sur le bas-côté. Souriant, Dave sortit de la Willis, les mains dans les poches de son ciré. Dans sa poche gauche, un 38 police spéciale. Le juge descendit avec précaution de la scout. Lui aussi avait un ciré jaune. Il marchait à petits pas, comme quelqu'un qui porte un vase fragile. L'arthrite s'était précipitée sur lui, toute griffe dehors, comme une tigresse. Il avait son garant à la main gauche. « Eh, vous n'allez pas vous servir de ce machin-là » lui dit l'homme de la Willis avec un sourire amical. « Oh, je ne crois pas, » répondit le juge, en haussant la voix pour se faire entendre sous le crépitement régulier de la pluie. « Vous étiez pas à Copperfield ?»« Si, c'est ça, » répondit l'homme. « Je m'appelle Dave Roberts. » Et il tendit la main. « Et moi, Faris, » fit le juge, en tendant lui aussi la main. Il jeta un coup d'œil dans la direction de la Willis et vit Bobby qui se penchait dehors, tenant son 45 à 2 mains. La pluie dégouttait au bout du canon. Pâle comme un mort, Bobby continuait à sourire comme un maniaque. « Salopard !» murmura le juge. Et sa main gauche glissante par la pluie échappa à celle de Dave au moment où il tirait à travers la poche de son ciré. La balle perfora l'abdomen du juge, juste au-dessous de l'estomac, s'aplatit, se mit à tourner comme une vrille et s'écrasa en prenant la forme d'un champignon, et finit par sortir à droite de la colonne vertébrale, laissant derrière elle un trou de la taille d'une soucoupe. Le juge laissa tomber son garant et alla s'écraser contre la portière de la scout restée ouverte. Aucun d'eux ne remarqua le corbeau qui s'était posé sur un fil téléphonique de l'autre côté de la route. Dave s'avança pour terminer son travail. Au même instant, Bobby tira de la voiture. Sa balle toucha Dave à la gorge, dont il ne resta plus grand-chose une seconde plus tard. Une cascade de sang tomba sur le ciré de Dave, se mélangeant avec la pluie. Dave se tourna vers Bobby, remua silencieusement la mâchoire, stupéfait, les yeux ronds. Il fit 2 pas hésitants en avant, puis l'expression d'étonnement disparut de son visage. Rien ne vint la remplacer. L'homme tomba raide mort, la pluie tambourinait sur le dos de son ciré. « Merde de merde, qu'est-ce que j'ai fait » cria Bobby, épouvanté. Et le juge pensa. « Mon arthrite a disparu. Si je vivais, j'étonnerais le corps médical. Le remède contre l'arthrite, une balle dans le ventre. Oh mon Dieu, il m'attendait. C'est Flag qui leur avait dit d'être là. C'est lui, certainement. Oh, Jésus, aide les autres que le comité a envoyés. » Le garant était par terre. Il se baissa pour le ramasser et sentit que ses entrailles essayaient de s'échapper. Étrange sensation, pas très agréable. Tant pis. Il prit le fusil. Le cran de sûreté était-il défait? Ah oui. Il commença à lever son arme. Elle semblait peser 1 tonne. Bobby réussit enfin à s'arracher à la contemplation de Dave, juste à temps pour voir le juge qui se préparait à tirer. Le vieil homme était assis sur la route. Son ciré était rouge de sang, de la poitrine jusqu'en bas. Il avait posé le canon du garant sur son genou. Bobby tira au jugé et manqua sa cible. Le garant partit dans un gigantesque coup de tonnerre et des éclats de verre se mirent à pleuvoir sur le visage de Bobby. Il hurla, certain d'être mort. Puis il vit que tout le côté gauche du pare-brise avait disparu et comprit alors qu'il était toujours dans la course. Lentement, le juge corrigeait le tir, faisant pivoter le garant d'environ 2 degrés sur son genou. Bobby, fou de peur, tira 3 fois en succession rapide. La première balle fit un trou sur le côté de la cabine de la scout. La deuxième frappa le juge au-dessus de l'œil droit. Un 45 est un gros calibre, et à courte distance, il provoque des dégâts importants, tout à fait déplaisants. Cette balle fit donc sauter la presque totalité de la calotte crânienne du juge, qui vola dans la voiture. La tête du juge prit une forte inclinaison en arrière, et la 3e balle de Bobby le frappa 5 mm en dessous de la lèvre inférieure, faisant exploser ses dents qu'il avala en prenant sa dernière respiration. Son menton et sa mâchoire se désintégrèrent. Son doigt pressa la détente du garant dans une dernière convulsion, mais la balle se perdit dans le ciel blanc et pluvieux. Et le silence descendit. La pluie tambourinait sur les toits des voitures, sur les cirés des 2 morts. Seul bruit, jusqu'à ce que le corbeau prenne son envol du fil téléphonique en poussant un croa rauque. Son cri fit sursauter Bobby, qui reprit ses esprits. Il descendit lentement de la voiture, tenant toujours à la main son 45 fumant. « Je l'ai eu, dit-il à la pluie, sur le ton de la confidence. Je lui ai fait la peau, et pas qu'un peu. Troué comme une passoire, le vieux.
Bobby lui a fait la peau. Plus mort que ça, tu... Mais avec une horreur grandissante, il se rendit compte que ce n'était pas au juge qu'il venait de faire la peau. Le juge était mort, à moitié affalé dans la scoute. Bobby le prit par le revers de son ciré et le tira vers lui, contemplant ce qui restait de son visage. Pas grand-chose, en vérité, à part le nez, et même le nez n'était pas en super forme. Le juge, ça pouvait être n'importe qui. Et dans un brouillard de terreur, Bobby entendit la voix de Flag qui leur avait dit « Je ne veux pas leur envoyer de la marchandise avariée. » Nom de Dieu, ce machin-là pouvait être n'importe qui, comme s'il avait fait exprès de faire le contraire de ce que le promeneur avait dit. 2 balles en pleine gueule, même les dents avaient disparu. Et la pluie qui tambourinait. Les carottes étaient cuites, point final. Il n'osait pas aller à l'est, et il n'osait pas rester à l'ouest. Il allait se retrouver perché sur un poteau téléphonique, ou pire. Pire, était-ce possible? Avec ce cinglé qui rigolait tout le temps, Bobby ne doutait pas qu'il puisse y avoir pire. Alors que faire? Il se passa la main dans les cheveux, contemplant le visage vraiment très esquinté du juge, essayant de réfléchir. Au sud, oui, voilà la réponse. Au sud? Pas de garde aux frontières, au sud, jusqu'au Mexique. Et si ce n'était pas assez loin, jusqu'au Guatemala, jusqu'au Panama, peut-être même jusqu'au Brésil, nom de Dieu. Foutre le camp de ce sale merdier. Plus d'est, plus d'ouest, simplement Bobby, sain et sauf, aussi loin du promeneur que ces vieilles godasses pourraient le port. Un nouveau son dans l'après-midi pluvieux. Bobby releva la tête comme un pantin. La pluie, oui, la pluie qui tambourinait sur le toit des 2 véhicules, le ronronnement des 2 moteurs, et un étrange tic-tac, comme des talons usés de bottes martelant l'asphalte de la petite route. « Non !» murmura Bobby. Il se retourna lentement. Le tic-tac se faisait plus rapide. Au pas, au trot, au galop, et le sprint final. Et quand Bobby se retourna tout à fait, trop tard, il arrivait. Flag arrivait, comme un horrible et terrible monstre sorti des plus épouvantables films d'horreur jamais tournés. Les joues de l'homme noir étaient peintes d'un rouge joyeux, ses yeux brillaient d'une lueur amicale, un grand sourire vorace retroussait ses lèvres qui découvraient d'énormes dents, comme des pierres tombales, comme des dents de requin, et il tendait les mains devant lui, et des plumes de corbeau noir et luisantes flottaient dans ses cheveux. « Non !» voulut dire Bobby, mais aucun son ne sortit de sa bouche. « Hé, Bobby, t'en as fait du joli !» hurla l'homme noir, en tombant sur le malheureux Bobby. Il y avait des choses pires que la crucifixion. Il y avait les dents. Diana Jurgens était allongée toute nue sur l'énorme lit double, écoutant le sifflement régulier de la douche. Elle regardait son reflet dans le grand miroir circulaire installé au plafond qui reproduisait exactement la forme et la dimension du lit. Et elle se dit que la position qui mettait le mieux en valeur le corps féminin était d'être couchée sur le dos, les bras en croix, le ventre rentré, les seins naturellement dressés sans que la gravité les attire vers le bas. Il était 9h30 du matin, le 8 septembre. Le juge était mort depuis 18 heures. Bobby Terry depuis beaucoup moins de temps, malheureusement pour lui. La douche coulait et coulait. Il est complètement obsédé par la propreté, pensa-t-elle. Qu'est-ce qui a pu lui arriver pour qu'il prenne des douches d'une demi-heure? Et son esprit revint au juge. D'une certaine façon, c'était une idée vraiment brillante. Qui aurait pu soupçonner un vieillard? Flag, apparemment. Flag, qui savait la date et le lieu approximatif de son arrivée. Des gardes avaient été postés tout le long de la frontière entre l'Idaho et l'Oregon, avec ordre de le tuer. Mais le travail avait été bâclé. Depuis l'heure du dîner, hier soir, les grosses huiles qui menaient la danse ici à Las Vegas se promenaient les yeux baissés, le visage fermé. Whitney Organ, un excellent cuisinier pourtant, avait servi une sorte de pâté pour chien complètement brûlé. Le juge était mort, mais quelque chose avait mal tourné. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda le désert. Sous le soleil écrasant, 2 autobus scolaires roulaient sur la nationale 95 en direction de la base aérienne d'Indian Springs, où elle avait appris qu'on donnait tous les jours des cours sur les jets militaires. Plus d'une douzaine de personnes à l'ouest savaient piloter, mais par bonheur pour la zone libre, aucun d'eux n'était qualifié pour s'asseoir aux commandes des jets de la garde nationale basée à Indian Springs. Mais ils apprenaient vite, oh oui. Ce qui était le plus important pour elle, à propos du sort du juge, c'était qu'ils étaient au courant de son arrivée,
alors qu'il n'aurait pas dû l'être. Avait-il un espion dans la zone libre? C'était possible. Après tout, l'espionnage est un jeu qui peut se jouer à deux. Mais Susan Stern lui avait bien dit que la décision d'envoyer des espions à l'Ouest avait été prise dans le plus grand secret, et il lui paraissait tout à fait improbable que l'un des 7 membres du comité puisse être dans le camp de Flagg. Pour une bonne raison, Mère Abigail aurait su qu'il y avait une pomme pourrie dans le sac. Diana en était sûre. Ce qui laissait une autre possibilité, fort peu alléchante. Flagg lui-même savait. Diana était à Las Vegas depuis 8 jours, et elle avait l'impression d'avoir été totalement acceptée par la communauté. Elle avait déjà recueilli suffisamment de renseignements pour flanquer une trouille de tous les diables à ceux qui l'attendaient à Boulder. Ce programme d'entraînement au pilotage de jet, par exemple. Mais ce qui l'effrayait le plus, c'était la façon qu'avaient les gens de s'éloigner dès que vous mentionniez le nom de Flagg, comme s'ils n'avaient pas entendu, et certains se signaient furtivement ou faisaient le signe qui éloigne le mauvais œil. Il était le grand, celui qui est, sans être. Ça, c'était le jour, car le soir, si vous vous installiez tranquillement dans le club-bar du MGM ou dans la salle Silver Slipper du Cashbox, vous entendiez raconter des histoires sur son compte. Vous assistiez à la naissance d'un mythe. Les gens parlaient lentement, cherchaient longtemps leurs mots sans se regarder. La plupart buvaient de la bière. Un liquide plus fort aurait pu vous délier la langue, et c'était dangereux. Elle savait que tout ce qu'il disait n'était pas vrai, mais il était déjà impossible de séparer la broderie au fil d'or du canevas. Elle avait entendu dire qu'il pouvait changer de forme, qu'il était un loup-garou, qu'il avait déclenché l'épidémie, qu'il était l'Antéchrist dont la venue était annoncée dans l'Apocalypse. Elle avait entendu parler de la crucifixion d'Hector Drogan, et comment il avait appris, comme ça, que Hector se droguait au crack, comment il avait appris, comme ça, que le juge était en route. On ne prononçait jamais le nom de Flagg dans ces discussions nocturnes, comme s'il croyait que l'appeler par son nom l'aurait fait apparaître comme un djinn sorti de sa bouteille. Il l'appelait l'homme noir, le promeneur, le patron, et Ratty Erwins l'avait surnommé le vieux Judas des ombres. S'il était au courant pour le juge, n'était-il pas raisonnable de penser qu'il savait ce qu'elle faisait ici? La douche s'arrêta. « Oh, ne perds pas la tête, ma vieille. Il aime brouiller les cartes pour paraître plus grand. Il pourrait avoir un espion dans la zone libre, pas nécessairement quelqu'un du comité, simplement quelqu'un qui lui aurait dit que le juge Faris n'était pas du genre à passer de l'autre bord. « Tu ne devrais pas te balader le cul nu, tu vas réveiller le colosse. » Elle se retourna vers lui fit un sourire invitant et pensa qu'elle aimerait beaucoup l'emmener en bas dans la cuisine pour fourrer ce colosse dont il était si fier dans le hache-viande de Whitney Hogan. « Et pourquoi penses-tu que je me promène toute nue ?» dit-elle. Il regarda sa montre. « Oh bon, nous avons une 40aine de minutes. » Son pénis commençait déjà à tressaillir, comme une baguette de sourcier, pensa Daïna, qui n'avait pourtant pas tellement envie de rire. « Alors viens. Mais enlève ce truc, dit-elle en montrant sa poitrine. Ça me donne la chair de poule. Lloyd regarda son amulette, l'arme noire marquée d'un seul éclat rouge sang, et il l'ôta. Il la posa sur la table de nuit, et la petite chaîne fit comme un sifflement. « C'est mieux comme ça ?»« Oh oui, beaucoup mieux, répondit-elle. Elle ouvrit les bras. Une seconde plus tard, il était sur elle, une autre seconde, et il la besognait. « Tu aimes ça ?» demanda-t-il entre deux halètements. « Tu aimes ce que ça te fait, ma cocotte ?»« Oh, j'adore !» gémit-elle, en pensant au hache-viande, émail blanc et acier inoxydable. « Quoi ?» fit-il. « Je disais que j'adore !» hurla-t-elle. Peu après, elle feignit l'orgasme, gigotant follement des hanches, criant à plein poumon. Il éjacula quelques secondes plus tard. Elle partageait le lit de Lloyd depuis 4 jours déjà, et elle s'était presque parfaitement synchronisée sur son rythme. Et tandis qu'elle sentait le sperme couler le long de sa cuisse, ses yeux se posèrent par hasard sur la table de nuit. Pierre noire, éclat rouge qui semblait la regarder. Tout à coup, elle eut l'horrible impression que c'était lui qui la regardait, que c'était son œil privé de son verre de contact humain qui l'observait, comme au fond de la tombe l'œil de Dieu regardant Caïn. Il me voit, pensa-t-elle avec horreur, sans défense, avant que son esprit rationnel ne reprenne le dessus. Pire, il voit à travers moi. Ensuite, comme elle l'avait espéré, Lloyd se mit à parler. La conversation faisait aussi partie de son rythme.
Il posait le bras sur ses épaules nues, fumait une cigarette, regardait leurs images dans le miroir au-dessus du lit et lui racontait les dernières nouvelles. « Je suis drôlement content de ne pas avoir été à la place de Bobby. Ah ça oui. Le patron voulait la tête du vieux con, sans une seule égratignure, pour l'envoyer de l'autre côté des Rocheuses, et regarde un peu ce qui s'est passé. Ce tordu lui flanque 2 pruneaux de 45 en pleine gueule, et à bout portant en plus. Il avait sans doute mérité ce qu'il a eu, mais je suis bien content de ne pas avoir été là. »« Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda Daïna. « Oh, pose pas de questions, mon petit cul. »« Mais comment savait-il, je veux dire, le patron ?»« Il était là, » répondit Lloyd. Un frisson courut dans son dos. « Il était là, mais par hasard ?»« Oui, dit Lloyd, il est toujours là par hasard quand il y a des problèmes. Oh putain de Dieu, quand je pense à ce qu'il a fait à Eric Strellerton, cet enfoiré d'avocat qui était allé avec moi et la poubelle à Los Angeles. »« Qu'est-ce qu'il a fait ?» demanda Daïna. Elle crut qu'il n'allait pas répondre. Habituellement, elle pouvait le pousser tout doucement dans la direction qu'elle voulait lui faire prendre, en posant gentiment et respectueusement une série de questions, en lui faisant sentir qu'il était, selon l'inoubliable expression de sa petite sœur, le roi caca de la montagne de merde. Mais cette fois, elle eut l'impression qu'elle était allée trop loin. Pourtant, Lloyd répondit avec une étrange voix nasillarde. « Il l'a simplement regardé, » dit Lloyd. Eric débitait toutes ces conneries sur la façon de gérer le business de Las Vegas. Il fallait faire ci, il fallait faire ça. Et la poubelle, pauvre poubelle, il a un petit grain, tu sais. Il le regardait avec des yeux ronds, comme s'il voyait en chair et en os un acteur de la télé. Eric se promène comme s'il faisait son baratin devant un jury, comme s'il croyait avoir gagné. Et lui, il a dit doucement « Eric », comme ça. Eric l'a regardé, moi je ne voyais rien. Mais Eric l'a regardé très longtemps, peut-être 5 minutes, et ses yeux sont devenus de plus en plus gros, et puis la mort va commencer à lui sortir du nez. Et ensuite il s'est mis à rigoler, et lui, il rigolait avec Eric. J'ai eu très peur. Quand Flag rit, on a peur, mais Eric continuait à rigoler. Alors il a dit « Quand vous rentrerez, vous le ferez descendre dans le désert de Mojave. » Et c'est ce qu'on a fait. À mon avis, Eric est encore en train de tourner en rond là-bas. Il a regardé Eric 5 minutes et l'autre a perdu la boule. Lloyd avala une dernière bouffée de sa cigarette et l'écrasa. Puis il prit Daïna par le cou. « Mais pourquoi est-ce qu'on parle de toute cette merde ?»« Oh, je ne sais pas, » dit Daïna. « Et comment ça va à Indian Springs ?» Le visage de Lloyd s'éclaira, car Indian Springs était son programme préféré. « Oh, très bien, dit-il, vraiment très bien. 3 types vont être prêts à piloter les Skyhawk d'ici le 1er octobre, peut-être même avant. Hank Rawson s'en tire vraiment très bien, et la poubelle est un vrai génie. Pas trop brillant dans certains domaines, mais pour les armes, il est incroyable. » Daïna avait rencontré 2 fois la poubelle. Les 2 fois, elle avait senti un frisson courir sur sa peau lorsque ses yeux étranges et troubles s'étaient posés sur elle, et un soulagement palpable lorsque ses yeux s'en étaient allés. Beaucoup, Lloyd, Hank, Ronnie et le rat, le considéraient comme une sorte de mascotte, un porte-bonheur. L'un de ses bras était une horrible masse de chair brûlée fraîchement cicatrisée. Elle se souvenait de quelque chose d'assez bizarre qui s'était produit l'avant-veille. Hank était en train de parler, il avait pris une cigarette, avait frotté une allumette et terminé ce qu'il était en train de dire avant d'allumer sa cigarette et d'éteindre l'allumette. Daïna avait alors vu comment les yeux de la poubelle s'étaient braqués sur la flamme de l'allumette, comment sa respiration avait semblé s'arrêter, comme si tout son être s'était concentré sur cette flamme minuscule. On aurait dit un homme mourant de faim devant un somptueux banquet. Puis Hank avait secoué l'allumette, l'avait laissé tomber dans le cendrier, et le moment s'était envolé. « Il connaît bien les armes ?» demanda Daïna. « Oh, et comment ?» répondit Lloyd. « Les Skyhawks sont armés de missiles air-sol, des Shrike. Personne ne savait comment monter ces foutus engins sous les ailes, personne ne savait comment les armer. Il nous a fallu près d'une journée pour comprendre comment les sortir des râteliers de stockage. Alors Hank a dit « On ferait mieux de demander un coup de main à la poubelle quand il reviendra, pour voir s'il arrive à nous dépanner. »« Quand il reviendra ?» fit Daïna. « Oui, c'est un drôle de type, » dit Lloyd. « Il est à Las Vegas depuis près d'une semaine maintenant, mais il va pas tarder à refoutre le camp. »« Et où va-t-il ?»« Dans le désert, » dit Lloyd. « Il prend une Land Rover et il se balade. C'est un mec vraiment bizarre, tu sais.
À sa manière, la poubelle est presque aussi étrange que le patron. À l'ouest d'ici, il n'y a rien que du désert et du désert. Je suis payé pour le savoir. Je suis resté à l'ombre quelque temps dans un trou qui s'appelait Brownsville Station, plus à l'ouest. Je ne sais pas comment il se débrouille là-bas, mais il s'en tire. Il cherche de nouveaux jouets et il en ramène toujours plusieurs. À peu près une semaine après notre retour de Los Angeles, il a rapporté un tas de mitrailleuses à lunettes laser, des mitrailleuses qui mettent dans le mille à tous les coups. Une autre fois, c'était des mines anti-chars, des mines anti-personnel, une bonbonne de paration. Il dit avoir trouvé tout un stock de paration, c'est un défoliant. Il y en aurait assez pour rendre tout le Colorado chauve comme un œuf. Mais où trouve-t-il tout ça demanda Daina. Un peu partout, dit Lloyd. Il a du flair, mais ça n'a rien de bien extraordinaire. La majeure partie de l'ouest du Nevada et de l'est de la Californie appartenait au gouvernement fédéral. C'est là que les militaires essayaient leurs joujoux, même des bombes atomiques. Il va en ramener une un de ces jours. Lloyd se mit à rire. Daina avait froid, terriblement froid. La supergrippe a commencé quelque part dans le coin, reprit Lloyd. Je suis prêt à le parier. La poubelle va peut-être découvrir où. Moi je te dis, il renifle ces trucs-là, et le patron dit de le laisser faire. Et tu sais quel est son jouet préféré en ce moment? Non, fit Daina. Elle n'était pas sûre de vouloir le savoir, mais pour quelle autre raison était-elle venue ici? C'est le lance-flamme autotracté, répondit Lloyd. Le quoi? Fit-elle. C'est un gros lance-flamme sur chenille, reprit-il. Il y en a 5 à Indian Springs, bien alignés comme des bagnoles de Formule 1. Ils s'en servaient au Vietnam. Les troufions appelaient ça les hippos, comme les briquets. Ils sont bourrés de napalm, et la poubelle en est fou. Oh, je vois le genre, dit Daina. Cette fois-là, quand la poubelle est rentrée, reprit Lloyd, on l'a aussitôt emmené à Indian Springs. Il a tournicoté autour des Shrikes en sifflotant, et il a réussi à les armer et à les monter en moins de 6 heures. C'est pas croyable. Il fallait entraîner les techniciens de l'US Air Force pendant près de 90 ans pour qu'ils y arrivent. Si la poubelle n'est pas un vrai génie, je me la coupe. Un idiot savant, tu veux dire, pensa Daina. Et je suis presque sûr de savoir comment il s'est fait ses brûlures. Lloyd regarda sa montre et se releva. Oh, à propos d'Indian Springs, je dois y aller. Juste le temps de prendre une autre douche. Tu viens avec moi? Oh, pas cette fois, dit Daina. Elle s'habilla quand la douche commença à couler. Jusqu'à présent, elle avait toujours réussi à s'habiller et à se déshabiller quand il n'était pas dans la chambre, et elle entendait bien qu'il continue à en être ainsi. Elle fixa la pince sur son avant-bras et fit glisser le couteau à cran d'arrêt dans le mécanisme à ressort. Un mouvement sec du poignet, et elle aurait aussitôt ses 25 centimètres de la lame dans la main. « Que veux-tu » pensa-t-elle en remettant son chemisier. « Il faut bien qu'une femme ait ses petits secrets. » L'après-midi, elle participait à l'entretien de l'éclairage public. Son travail consistait à tester les ampoules des lampadaires et à remplacer celles qui avaient grillé ou qui avaient été cassées par les vandales à l'époque où Las Vegas connaissait les affres de la supergrippe. Elle et ses 3 collègues disposaient d'un camion à nacelle hydraulique qui circulait de lampadaire en lampadaire, rue après rue. Cet après-midi-là, perché dans la nacelle, Daina retirait la lentille de plexiglas d'un lampadaire en pensant à ses collègues de travail. Elle les aimait bien, finalement, surtout Jenny Engstrom, une très belle fille, ancienne danseuse de striptease, qui, aujourd'hui, conduisait le camion. C'était le genre de fille que Daina aurait voulu avoir comme amie, et elle n'arrivait pas à comprendre que Jenny soit là, dans le camp de l'homme noir. Elle en était si troublée qu'elle n'osait lui demander une explication. Les autres n'étaient pas mal non plus, tout compte fait. Las Vegas pouvait se vanter de posséder une proportion sensiblement plus élevée de crétins que la zone, mais aucun n'avait des crocs, et ils ne se transformaient pas en chauves-souris quand la lune se levait. Il y avait aussi des gens qui travaillaient beaucoup plus dur que ceux de la zone. Dans la zone libre, vous pouviez voir des hommes et des femmes flâner dans les parcs à toutes les heures de la journée, d'autres prendre 3 bonnes heures pour le déjeuner. Ici, il n'en était pas question. De 8 heures du matin à 5 heures de l'après-midi, tout le monde travaillait, soit à Indian Springs, soit en ville, dans les équipes d'entretien. Et l'école avait recommencé. Il y avait une vingtaine d'enfants à Las Vegas, âgés de 4 ans. Daniel McCarthy, le chouchou de tout le monde, surnommé Dini, à 15 ans. On avait trouvé 2 anciens professeurs parmi les réfugiés, et les classes avaient commencé 5 jours par semaine.
Lloyd, qui avait abandonné ses études après avoir triplé sa troisième, était très fier de ce résultat. Les pharmacies étaient ouvertes, des gens y entraient sans cesse, mais ils ne prenaient rien de plus méchant que des comprimés d'aspirine. Pas de problème de drogue à l'Ouest. Tous ceux qui avaient vu ce qui était arrivé à Hector Drogan savaient quelle était la sanction. Pas de Rich Moffat non plus. Tout le monde était gentil, tout le monde se tenait bien. Et il était fortement recommandé de ne rien boire de plus fort qu'une bouteille de bière. Comme l'Allemagne en 1938, pensa Daïna. Les nazis, ils sont charmants, très sportifs. Ils ne fréquentent pas les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit sont pour les touristes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent des horloges. Mais la comparaison était-elle bien juste? Daïna n'en était pas trop sûre. Cette Jenny, par exemple, qu'elle aimait tant. Juste? Ouais, peut-être que oui. Elle testa l'ampoule du lampadaire. Elle était grillée. Elle la déposa doucement entre ses pieds et prit la dernière ampoule neuve qui lui restait. Tant mieux, c'était bientôt fini. On allait... Mais elle regarda en bas et s'arrêta, stupéfaite. À l'arrêt d'autobus, des gens venaient d'arriver d'Indian Springs et s'apprêtaient à rentrer chez eux. Tous regardaient machinalement en l'air, comme d'habitude. Le syndrome du numéro de trapèze volant pour pas un sou, messieurs, dames. Et ce visage qui la regardait, ce large sourire, ces yeux interrogateurs. Mais, mon Dieu, non, c'est pas Tom Cullen? Une goutte de sueur salée coula dans son œil, l'empêchant de bien voir. Quand elle l'eut essuyé, le visage n'était plus là. Le groupe qui était descendu de l'autobus s'éloignait déjà dans un murmure de conversation joyeuse. Daïna regarda celui qu'elle avait pris pour Tom, mais vu de derrière, il était difficile de... Oh non, Tom. Ils auraient envoyé Tom? Sûrement pas. C'était tellement fou que... Oh mais si, justement. Elle ne pouvait pas y croire. Hé, Daïna cria Jenny de sa voix éraillée. Tu roupilles là-haut ou tu te tripotes? Daïna se pencha par-dessus le bord de la nacelle et regarda Jenny, le majeur dressé en l'air. C'était clair. Jenny éclata de rire. Daïna reprit son travail et installa tant bien que mal l'ampoule neuve. Quand elle eut fini, il était l'heure de rentrer. Sur le chemin du retour, Daïna était silencieuse, préoccupée. Si silencieuse que Jenny s'en aperçut. « Oh, j'ai rien à dire, c'est tout, » lui dit Daïna avec un petit sourire. « Non, c'était quand même pas Tom. Si, était-ce lui ?»« Debout! Allez, debout! Tu vas te lever, salope !» Elle sortait d'un sommeil brumeux lorsqu'un pied la frappa au creux des reins. Elle tomba du grand lit circulaire, et aussitôt elle se réveilla, plissant les yeux, perdue. C'était Lloyd qui la regardait, fou de colère. Et puis Whitney Hogan, et Ken DeMott, las, et Jenny. Mais le visage souriant de Jenny était fermé cette fois. « Jenny !» fit Daïna. Pas de réponse. Daïna se mit à genoux, à peine consciente qu'elle était nue, entourée de ce cercle de visages fermés qui la regardait. L'expression de Lloyd était celle d'un homme qui vient de découvrir qu'on l'a trompé. « Je rêve ?»« Allez, habille-toi, salope d'espionne !» dit Lloyd. « Ah, ok, ce n'était donc pas un rêve. » Elle sentit s'enfoncer dans son ventre une terreur qui lui parut presque familière. Ils étaient au courant pour le juge, et maintenant ils étaient au courant pour elle. Il leur avait tout dit. Elle jeta un coup d'œil au réveil sur la table de nuit. 4 heures moins le quart du matin. L'heure de la police secrète. « Où est-il » demanda Daïna. « Pas loin, » répondit Lloyd entre ses dents. « Et tu vas bientôt le regretter. » Le visage de Lloyd était pâle, luisant de sueur. Son amulette pendait dans le V du col de sa chemise. « Lloyd » fit-elle. « Quoi » répondit-il. « Je t'ai flanqué la vérole, Lloyd. Et ne saute pas trop haut, elle risquerait de tomber toute seule. » Il lui donna un coup de pied, juste au-dessous du sternum. Daïna tomba à la renverse. « J'espère qu'elle va tomber toute seule, Lloyd, » ajouta-t-elle. « Oh, ta gueule, et habille-toi, lui cria-t-il. « Sortez, dit Daïna, je ne m'habille pas devant les hommes. » Lloyd la frappa encore, cette fois dans le biceps du bras droit. Une douleur cinglante. Sa bouche s'ouvrit, ses lèvres tremblèrent, mais elle ne cria pas. « T'es dans la merde, Lloyd, dit Daïna. Alors comme ça, tu couchais avec Mata Hari ?» Et elle lui fit un sourire, des larmes plein les yeux. Whitney Hogan vit une lueur meurtrière traverser les yeux de Lloyd. Il s'avança rapidement et prit le bras de Lloyd.
Allez, Lloyd, on va dans le salon. Jenny va la surveiller pendant qu'elle s'habille. Hein, si elle décide de sauter par la fenêtre, demanda Lloyd. Aucune chance, répondit Jenny. Son visage était absolument impassible, et pour la première fois, Dinah remarqua qu'elle portait un pistolet à la ceinture. De toute façon, elle pourrait pas, dit Lass. Les fenêtres ne s'ouvrent pas ici. Les clients qui perdaient beaucoup au casino auraient pu décider de faire un plongeon. Mauvaise publicité pour l'hôtel. Un éclair de compassion traversa les yeux de Lass lorsqu'ils se posèrent sur Dinah. T'as pas gagné le gros lot, ma petite. Allez, Lloyd, viens, reprit Whitney. Tu vas faire des conneries si tu sors pas d'ici. Tu vas lui cogner sur la tête, et tu vas le regretter. Oh, d'accord, répondit Lloyd, en se dirigeant vers la porte avec les autres. Mais avant de sortir, il s'arrêta et se retourna vers Dinah. Crois-moi, il va te faire passer un sale quart d'heure, salope. Tu es le plus mauvais baiser que j'ai jamais rencontré, Lloyd, dit-elle d'une voix sereine. Il voulut se précipiter sur elle, mais Whitney et Ken l'arrêtèrent. La porte se referma avec un claquement sourd. « Habille-toi, Dinah, dit Jenny. Dinah se releva en frottant le bleu qui commençait à noircir sur son bras. « Alors c'est ça que vous aimez? C'est ça que vous voulez? Des types comme Lloyd ?» demanda Dinah. « C'est toi qui couchais avec lui, pas moi, » répondit Jenny, dont le visage trahissait pour la première fois une émotion, la colère et l'amertume. « Tu trouves que c'est joli de venir ici nous espionner? Tu mérites ce qu'on va te faire. Et crois-moi, on va t'en faire, ma petite. » J'avais une bonne raison pour coucher avec lui, répondit Dinah en enfilant sa culotte. Et j'avais une bonne raison pour espionner. Enferme donc ta gueule, dit Jenny. Dinah se retourna et regarda Jenny dans les yeux. Qu'est-ce que tu crois qu'ils sont en train de faire? Pourquoi penses-tu qu'ils apprennent à piloter des jets à Indian Springs? Et ces missiles Shrike, tu crois qu'ils sont là pour que Flag gagne une Barbie pour sa petite amie au jeu de massacre? Ça ne marche pas, rétorqua Jenny entre ses dents. Et ça ne te regardera toujours pas qu'ils se servent de ces avions pour traverser les Rocheuses au printemps prochain et massacrer avec leurs missiles tous ceux qui vivent de l'autre côté. Oh, j'espère que c'est ce qu'ils vont faire, répondit Jenny. C'est nous ou vous, c'est lui qui l'a dit, et je le crois. Oui, il croyait Hitler aussi, dit Dinah. Mais tu ne le crois pas, tu as simplement la trouille de lui. Habille-toi, cria Jenny. Dinah mit son pantalon, boutonna la ceinture, remonta la fermeture éclair, puis elle mit la main devant sa bouche. « Oh, je crois que je vais vomir !» Son chemisier à manches longues à la main, elle courut s'enfermer dans la salle de bain. Derrière la porte, on l'entendait vomir. « Ouvre la porte, Dinah! Ouvre, ou je fais sauter la serrure !»« Mais je suis malade !» répondit Dinah. Encore un gargouillis pitoyable. Sur la pointe des pieds, Dinah cherchait sur le dessus de la pharmacie le couteau qu'elle avait laissé là. Encore 20 secondes, seulement 20 secondes. Elle le trouva, elle l'attacha sur son avant-bras, d'autres voix s'élevaient maintenant dans la chambre. De la main gauche, elle ouvrit le robinet du lavabo. « Une minute, ça me rend malade, vous ne comprenez pas ?» Mais il n'allait pas lui laisser une minute. Quelqu'un donna un coup dans la porte qui frissonna. La lame reposait contre l'avant-bras de Dinah comme une flèche mortelle. En un éclair, elle mit son chemisier, boutonna les manches, s'aspergea d'eau autour de la bouche et actionna la chasse. Un autre coup dans la porte. Dinah tourna la poignée et ils se précipitèrent dans la salle de bain. Lloyd, les yeux fous, Jenny, debout derrière Ken, Lass, un pistolet au poing. « J'ai dégueulé, dit Dinah d'une voix très calme. « Dommage que vous n'ayez pas pu regarder ça, n'est-ce pas ?» Lloyd la prit par l'épaule et la propulsa dans la chambre. « Je vais te casser le cou, connasse !»« Écoute bien la voix de ton maître, dit-elle en boutonnant le devant de son chemisier, les yeux étincelants. « C'est votre Dieu, non? Lèche-lui le cul, tu es son esclave. »« Tu ferais mieux de fermer ta gueule, dit Whitney, de sa grosse voix bourrue. Tu aggraves ton cas. » Dinah regardait Jenny, incapable de comprendre comment cette femme si souriante, tellement pleine de vie, avait pu se transformer en cette face de lune impassible. « Vous ne voyez pas qu'il est prêt à tout pour recommencer? La guerre et la super-grippe ?» fit Dinah. « Il est le plus fort, » dit Whitney, avec une étrange douceur. « Il va faire disparaître vos gens de la surface de la terre. »« Bon, ça suffit avec les parlottes, » dit Lloyd. « On y va. » Ils voulurent la prendre par les bras, mais elle recula, croisa les bras sur sa poitrine et secoua la tête. « Je vais marcher toute seule. » Le casino était désert, à l'exception de quelques hommes armés qui se tenaient près des portes.
Ils avaient l'air de regarder des choses fort intéressantes sur les murs, au plafond et sur les tables de jeu quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent devant Daïna et le groupe de Lloyd. Ils l'emmenèrent jusqu'à la grille, au bout de la rangée des caisses. Lloyd l'ouvrit et ils traversèrent rapidement une grande pièce qui ressemblait à une banque. Machine à calculer, corbeilles pleines de bandes de papier, pots de plastique remplis d'élastiques et de trombones. Des écrans d'ordinateur, gris, éteints. Des tiroirs-caisses entr'ouverts, des billets de banque jonchant le carrelage, la plupart de 50 et de 100 $. Au fond de la pièce, Whitney ouvrit une autre porte et Daïna s'avança dans un couloir recouvert d'une moquette qui menait à l'ancien bureau de la réceptionniste. Joliment décoré, meubles blancs aux lignes futuristes pour une élégante secrétaire qui était morte en crachant de gros molars verts plusieurs mois plus tôt. Sur le mur, un poster qui ressemblait à une litho de Klee. Un épais tapis brun clair, soyeux, l'antichambre du pouvoir. La peur s'infiltrait goutte à goutte dans le corps de Daïna, comme de l'eau glacée raidissant ses muscles. Lloyd se pencha au-dessus du bureau et appuya sur un bouton. Daïna vit qu'il transpirait un peu. « Nous l'avons, RF, dit-il. Elle sentit un rire hystérique monter en elle, un rire qu'elle ne pouvait pas arrêter, et d'ailleurs elle n'avait aucune envie de l'arrêter. RF, c'est la meilleure. Je t'écoute, PD. Elle partit d'un énorme éclat de rire, et soudain, Jenny la frappa au visage. Ah, ta gueule, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Oh, si, je sais, répondit Daïna. Mais toi et les autres, vous ne savez pas. Une voix sortit de l'interphone, chaude, agréable, pleine d'entrain. Très bien, Lloyd, et merci beaucoup. Fais-la entrer, s'il te plaît. Seul demanda-t-il. Oui, certainement, répondit la voix. On entendit un petit gloussement, puis un déclic. Daïna sentit sa bouche devenir sèche. Lloyd se retourna. Il transpirait beaucoup maintenant. De grosses gouttes perlaient sur son front, puis coulaient sur ses joues creuses comme des larmes. « Tu l'as entendu? Vas-y, dit Lloyd. Elle croisait les bras sur sa poitrine, son couteau caché sous son bras gauche. « Et si je refusais? Dit Daïna. « Je te traînerais de force, dit Lloyd. Oh, regarde-toi donc, Lloyd. T'as tellement peur que tu n'arriverais pas à traîner un petit chiot derrière cette porte. Vous crevez tous de peur. Jenny, tu vas bientôt faire dans ta culotte. C'est pas bon pour la peau, chérie, ni pour ta culotte. Tais-toi, salope, siffla Jenny. Je n'ai jamais eu peur comme ça dans la zone libre. Je me sentais bien là-bas. Je suis venue ici parce que je voulais continuer à me sentir bien. Rien de politique là-dedans. Vous devriez réfléchir. S'il vous fait peur, c'est peut-être parce qu'il n'a rien d'autre à vous donner. Madame, dit Whitney, presque en s'excusant, j'aimerais beaucoup écouter le reste de votre sermon, mais il attend. Je suis désolé, mais vous allez dire Amen et ouvrir toute seule cette porte, ou bien je vais devoir vous y forcer. Vous pourrez lui raconter votre boniment quand vous serez avec lui. Si vous trouvez assez de salive pour parler, naturellement. Mais pour le moment, vous êtes sous notre responsabilité. Le plus étrange, pensa Daïna, c'est qu'il avait vraiment l'air désolé. Dommage qu'il ait aussi vraiment peur. Ce ne sera pas nécessaire, dit Daïna. Elle fit un effort pour lever un pied, puis la suite fut un peu plus facile. Elle allait à sa mort, elle en était sûre. Puisqu'il en est ainsi, tant pis. Elle avait son couteau. Pour lui d'abord, si elle pouvait, ensuite pour elle, s'il le fallait. Elle pensait « Je m'appelle Daïna Roberta Jurgens. J'ai peur, mais j'ai déjà eu peur auparavant. Tout ce qu'il peut me prendre, j'aurais dû le donner un jour de toute façon, ma vie. Je ne vais pas le laisser me briser, je ne vais pas le laisser m'abaisser si je peux l'éviter. Je veux mourir d'une belle mort, et je vais avoir ce que je veux. » Elle tourna la poignée et entra dans le bureau. Randall Flagg l'attendait. C'était une grande pièce, presque vide. On avait repoussé le bureau contre un mur, le fauteuil pivotant coincé derrière. Les tableaux étaient recouverts de vieux draps mouchetés de taches de peinture. La lumière était éteinte. Au fond de la pièce, un rideau était ouvert, découvrant une baie vitrée qui donnait sur le désert. Daïna se dit qu'elle n'avait jamais vu de toute sa vie un paysage plus stérile et austère. Dans le ciel, une petite lune brillait comme une pièce d'argent. C'était presque la pleine lune. Debout devant la baie vitrée, le dos tourné, un homme dont on ne voyait que la silhouette. Il continua à regarder longtemps le paysage, lui tournant le dos, comme si elle n'avait pas été là. Combien de temps faut-il à un homme pour se retourner?
2 secondes, 3 au maximum. Mais Daïna eut l'impression que l'homme noir n'en finissait plus de se retourner, lui découvrant de plus en plus de lui-même, comme cette lune qu'il regardait. Elle redevint une enfant, glacée par l'horrible curiosité qu'inspire une grande frayeur. Un instant, elle fut entièrement prise dans la toile qu'il tissait autour d'elle, totalement séduite par lui. Et elle eut la conviction que lorsqu'il aurait terminé de se retourner, dans des siècles et des siècles, elle contemplerait le visage de ses rêves, celui d'un moine encapuchonné dans la noirceur la plus totale, le négatif d'un homme sans visage, et elle le verrait, puis deviendrait folle. C'est alors qu'il la regarda et qu'il s'avança vers elle, souriant. Et la première pensée qui lui vint à l'esprit fut celle-ci. « Mais il a mon âge ?» Les cheveux noirs de Randy Flagg étaient ébouriffés. Son visage était beau, basané, comme s'il avait été longtemps caressé par le vent du désert. Ses traits étaient mobiles et sensibles, ses yeux jubilaient, les yeux d'un petit enfant qui va faire une extraordinaire et merveilleuse surprise. « Salut, Daïna !» dit-il. « Salut !» répondit-elle. Elle ne put en dire davantage. Elle s'était crue prête à tout, mais pas à cela. Elle se sentait comme un boxeur que son adversaire envoie rouler au tapis. Il sourit de sa confusion, puis étendit devant lui ses mains ouvertes comme pour s'excuser. Il portait une vieille chemise de cachemire au col usé, un jean et de très vieilles bottes de cow-boy aux talons usés. « Vous vous attendiez à quoi ?» demanda-t-il. « À voir un vampire? Un empaleur? Qu'est-ce qu'on vous a raconté sur moi ?» Son sourire s'élargit, l'invitant presque à sourire, elle aussi. « Ils ont peur, dit-elle. Lloyd suait comme un cochon. » Son sourire exigeait toujours une réponse, et il lui fallut tout son courage pour ne pas lui faire ce cadeau. On l'avait sorti à coups de pied de son lit, sur ses ordres. On l'avait emmené ici pour quoi faire? Pour avouer? Pour dire tout ce qu'elle savait sur la zone libre? Mais il n'y avait sans doute pas grand-chose qu'il ne sache déjà. « Oh, Lloyd, dit Flagg avec un petit rire triste. Le pauvre a passé un très mauvais quart d'heure à Phoenix pendant l'épidémie. Il n'aime pas en parler. Je l'ai sauvé de la mort, et... » Son sourire se fit encore plus désarmant. « Et d'un sort bien pire que la mort. C'est ce qu'on dit, je crois. Il m'a étroitement associé à cette expérience, même si je n'y étais pour rien. Est-ce que vous me croyez ?» Elle hocha lentement la tête. Oui, elle le croyait. Et elle se demanda si les douches constantes de Lloyd n'avaient pas quelque chose à voir avec ce très mauvais quart d'heure à Phoenix. Elle éprouva aussi une émotion qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir ressentir à l'égard de Lloyd Enright, de la pitié. « Très bien, fit Flagg. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle regarda autour d'elle. Il n'y avait pas de chaise. « Oh, par terre, vous serez très bien. Nous devons nous parler franchement. Les menteurs s'asseyent sur des chaises. Nous nous en passerons donc. Nous allons nous asseoir, comme si nous étions deux amis autour d'un feu de camp. Allez, assieds-toi. » Les yeux de Flagg brillaient d'hilarité contenue, et ses côtes semblaient secouées par un rire qu'il retenait à grand-peine. Il s'assit, croisa les jambes, et leva vers elle des yeux suppliants. Son visage semblait dire « Tu ne vas pas me laisser assis tout seul par terre dans ce bureau ridicule ?» Après un moment d'hésitation, elle s'assit. Elle croisa les jambes et posa ses mains sur ses genoux. Elle sentait le poids réconfortant du couteau dans sa pince à ressort. « On t'a envoyé ici pour m'espionner, n'est-ce pas? Est-ce que je décris correctement la situation ?»« Oui, dit Daïna. C'était inutile de le nier. « Et est-ce que tu sais ce qu'on fait aux espions en temps de guerre ?»« Oui, répondit-elle. Le sourire de Flagg s'élargit comme un rayon de soleil. « Alors, t'as vraiment de la chance que nous ne soyons pas en guerre? Ton peuple est le mien. » Elle le regarda, totalement surprise. « Nous ne sommes pas en guerre, et tu le sais, dit-il avec une sincérité désarmante. « Mais vous, commença-t-elle. Mille idées confuses tourbillonnaient dans sa tête. Indian Springs, les missiles Shrike, la poubelle avec son défoliant et ses hippos, la manière dont les conversations déviaient dès qu'on mentionnait le nom de cet homme ou sa présence. Et puis cet avocat, Eric Strellerton, qui tournait en rond dans le désert de Mojave, le cerveau brûlé. Il l'avait simplement regardé. « Est-ce que nous avons attaqué votre zone libre ?» demanda Flagg. « Est-ce que nous avons fait le moindre geste agressif contre vous ?»« Non, mais... » fit-elle. « Et est-ce que nous vous avons attaqué ?»« Non, naturellement, » répondit-elle. « Non, et nous n'avons aucune intention de ce genre. Regarde. »
Tout à coup, il leva la main droite, formant un tube avec ses doigts. À travers, Daïna voyait le désert derrière la baie vitrée. « Le grand désert de l'Ouest !» criait Flag. « Le grand bordel, le Nevada, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, la Californie. Une poignée de mes gens sont dans l'État de Washington, dans la région de Seattle et à Portland dans l'Oregon. Une poignée de mes gens dans l'Idaho et le Nouveau-Mexique. Nous sommes trop dispersés pour penser faire un recensement avant 1 an ou davantage. Nous sommes beaucoup plus vulnérables que votre zone. La zone libre est comme une ruche, une commune très bien organisée. Nous ne sommes qu'une confédération dont je suis le chef titulaire. Il y a suffisamment de place pour les 2 camps, et il y en aura encore suffisamment en 2190. À condition que les bébés vivent, quelque chose dont nous ne serons pas sûrs avant au moins 5 mois. Et s'ils vivent, si l'humanité continue, laissons nos grands-pères se battre s'ils ont des comptes à régler. Ou leurs grands-pères. Mais mon Dieu, pour quelle raison devrions-nous nous battre ? Aucune, murmura Daïna. Elle avait la gorge sèche, elle était étourdie, et elle sentait autre chose. Était-ce de l'espoir ? Elle le regarda dans les yeux. Elle eut l'impression qu'elle n'aurait pu détourner son regard. Elle ne le voulait pas d'ailleurs. Elle ne devenait pas folle. Non, il ne la rendait pas folle. C'était un homme parfaitement raisonnable. Il n'existe aucune raison économique pour que nous nous battions, aucune raison technologique, reprit-il. Nos politiques sont un peu différentes, mais cet aspect est tout à fait mineur, et les rocheuses nous séparent. Il est en train de m'hypnotiser, pensa-t-elle. Et au prix d'un incroyable effort, elle arracha ses yeux aux siens et regarda la lune par-dessus son épaule. Le sourire de Flag s'estompa un peu, et une ombre d'irritation traversa son visage. Où était-ce son imagination ? Quand elle le regarda à nouveau, plus méfiante cette fois, il lui souriait gentiment. « Vous avez fait tuer le juge, dit-elle d'une voix dure. Vous voulez quelque chose de moi, et quand vous l'aurez, vous me ferez tuer moi aussi. » Il la regardait patiemment. Il y avait des postes de garde le long de la frontière, entre l'Idaho et l'Oregon, et les gardes attendaient le juge Faris, c'est vrai. Mais pas pour le tuer, il devait me l'amener. Je suis rentré de Portland hier seulement. Je voulais lui parler, comme je te parle en ce moment. Calmement, raisonnablement, entre grandes personnes. 2 de mes gardes l'ont vu à Copperfield, dans l'Oregon, et il a tiré sur eux. Il a blessé mortellement un de mes hommes, et il a tué le 2e sur le coup. Le blessé a tué le juge avant de mourir. Je suis désolé de la tournure qu'ont prise les événements, plus désolé que tu ne peux le croire ou le comprendre. Les yeux de Flag s'assombrirent. Cette fois, elle le croyait, mais sans doute pas comme il aurait voulu qu'elle le croie, et elle sentit à nouveau ce froid glacial s'emparer d'elle. « Ce n'est pas ce qu'on raconte ici, dit-elle. Oh, tu peux les croire, ou tu peux me croire. Mais souviens-toi que c'est moi qui leur ai donné leurs ordres. » Il était convaincant, extrêmement convaincant. Il paraissait presque inoffensif, mais pas tout à fait. Cette impression venait uniquement du fait qu'elle croyait voir devant elle un homme, ou quelque chose qui ressemblait à un homme. Elle en était tellement soulagée qu'elle en devenait aussi malléable que de la pâte à modeler. Il avait de la présence. Comme un politicien retors, il savait bousculer vos arguments au fond de son chapeau de prestidigitateur. Mais il le faisait d'une façon qu'elle trouvait très troublante. « Mais si vous n'avez pas l'intention de faire la guerre, pourquoi ces jets et ce matériel militaire à Indian Springs ?»« Mesure défensive, répondit-il aussitôt. Nous faisons la même chose à Sears Lake, en Californie, et à la base aérienne d'Edwards. Un autre groupe travaille au réacteur atomique de Yakima Ridge, dans l'État de Washington. Et vous allez faire la même chose, si ce n'est pas déjà fait. » Daïna secoua très lentement la tête. « Quand je suis parti, ils essayaient encore de remettre en marche la centrale électrique. J'aurais été heureux de leur envoyer 2 ou 3 techniciens, mais il se trouve que j'ai appris que Brad Kirchner s'en est tiré tout seul. Il a eu une courte panne hier, mais le problème a été réglé très rapidement. Une surcharge dans le quartier Arapaho. »« Mais comment le savez-vous ?»« J'ai mes petites combines, » répliqua Flag, avec un charmant sourire. « Et pendant que j'y pense, la vieille femme est revenue. Chère vieille dame. »« Mère Abigail ?»« Oui, répondit-il, les yeux perdus dans le vague, triste peut-être. Mais elle est morte. Quel dommage. J'aurais vraiment voulu la rencontrer. »« Morte ? Mère Abigail est morte ?» Flag parut revenir sur terre. Il lui sourit. « C'est vraiment une surprise pour vous ?»« Non, répondit-elle,
Mais je suis surprise qu'elle soit revenue, et encore plus surprise que vous le sachiez. Elle est revenue mourir, dit Flag. A-t-elle dit quelque chose? Un instant, le masque charmeur de Flag se décomposa, laissant entrevoir la déception et la colère. Non, répondit-il. Je pensais qu'elle dirait quelque chose, mais elle est morte sans reprendre connaissance. Vous en êtes sûr? Demanda Daïna. Son sourire réapparut, radieux comme le soleil d'été dissipant le brouillard du matin. Oh, oublions-la, Daïna, et parlons de choses plus agréables, comme par exemple ton retour dans la zone. Je suis sûr que tu préférerais être là-bas. Je voudrais te charger d'une commission. Il glissa sa main sous sa chemise, sortit un petit sac de couleur chamois et en retira 3 cartes routières. Il les tendit à Daïna, qui les regarda, perplexe. Les cartes représentaient les 7 États de l'ouest des États-Unis. Certaines régions étaient teintées en rouge. La légende inscrite à la main, en bas de chaque carte, les identifiait comme étant les régions où la population avait commencé à se reconstituer. « Vous voulez que je rapporte ça » demanda Daïna. « Oui, répondit-il. Je sais où vont ces gens, et je veux que vous sachiez où sont les miens. Prenez cela comme un geste de bonne foi et d'amitié. Et quand tu retourneras là-bas, je veux que tu leur dises ceci. Que Flag n'a pas de mauvaises intentions, que les gens de Flag n'ont pas de mauvaises intentions. Dis-leur de ne plus envoyer d'espions. S'ils veulent envoyer des gens ici, qu'ils parlent d'une mission diplomatique, ou d'un échange d'étudiants, ou de ce qu'ils voudront. Mais qu'ils viennent ouvertement. Tu leur diras? Daïna n'y comprenait plus rien. Naturellement, je vais leur dire, dit-elle. Bon, ben, c'est tout, fit Flag. Il montra à nouveau ses paumes ouvertes, vides. Elle vit quelque chose et se pencha en avant, troublée. Qu'est-ce que tu regardes? demanda-t-il. Et elle perçut une note d'inquiétude dans la voix de Flag. Oh, rien, dit-elle. Mais elle avait vu, et elle sut à l'expression fermée de son visage qu'il savait qu'elle avait vu. Il n'y avait pas de ligne sur les paumes de Flag. Elles étaient aussi lisses que le ventre d'un bébé. Pas de ligne de vie, pas de ligne de cœur, pas de boucle, pas de croix, rien. Ils se regardèrent longuement dans les yeux. Puis Flag se releva d'un bond et s'approcha du bureau. Daïna se leva, elle aussi. Elle commençait presque à croire qu'il allait la laisser partir. Flag s'assit sur le bord du bureau et approcha l'interphone. « Je vais dire à Lloyd de faire changer l'huile, les bougies et les vis platinées de ta moto. Je vais lui dire aussi de faire le plein. Plus besoin de penser à rationner le pétrole, n'est-ce pas? Et dire qu'à une époque, je m'en souviens, et toi aussi sans doute, Daïna, on aurait cru que le monde allait disparaître dans un énorme champignon atomique parce que nous n'avions plus suffisamment de super. Les gens étaient vraiment complètement idiots. » Il appuya sur le bouton de l'interphone. « Lloyd ?»« Oui, j'écoute, » répondit Lloyd. « Tu voudrais t'occuper de la moto de Daïna, le plein et une mise au point. Et laisse-la ensuite devant l'hôtel, elle va nous quitter. »« D'accord, » fit Lloyd. Et Flag relâcha le bouton. « Voilà, c'est fait. »« Mais je peux m'en aller ?» demanda Daïna. « Mais oui, dit Flag. J'ai été très heureux de faire ta connaissance. » Il tendit la main vers la porte, paume tournée vers le bas. Elle s'avança vers la porte, sa main touchait à peine la poignée quand il lui dit « Oh, il y a encore une chose, une toute petite chose. » Daïna se retourna. Il lui souriait d'un sourire amical, mais un bref instant, elle pensa à un énorme mastif noir, babine retroussée, sur des dents capables de déchirer un bras comme une serpillière. « Oui, qu'est-ce que c'est » demanda Daïna. « Il y a un autre de tes amis ici, » répondit Flag, en souriant de plus belle. « Qui est-ce » ? « Comment voulez-vous que je le sache » répondit Daïna, mais un nom traversa son esprit comme un éclair. « Tom Cullen. »« Allons, » dit Flag, « je croyais que nous nous entendions bien. »« C'est vrai, » dit Daïna. « Regardez-moi dans les yeux, et vous verrez que je ne vous cache rien. Le comité m'a envoyé, et il a envoyé le juge, et peut-être d'autres encore, mais le comité a été très prudent, pour que nous ne puissions pas vendre la mèche, si quelque chose... Enfin, vous savez, si quelque chose nous arrivait. »« Si nous décidions d'arracher quelques ongles, » fit Flag. « C'est ça, oui, » dit Daïna. « C'est Suzanne Stern qui m'a demandé si je voulais bien partir. Je suppose que Larry, il est membre du comité lui aussi. Ah oui, je sais qui est M. Underwood. »
Bon, je suppose que c'est lui qui s'est occupé du juge. Pour l'autre, ça pourrait être n'importe qui, ou pour les autres. Et à ma connaissance, les 7 membres du comité devaient recruter chacun un espion. Oui, il aurait pu en être ainsi, dit Flagg, mais ce n'est pas le cas. Il n'y en a qu'un, et vous le connaissez. Son sourire s'élargit encore. Daïna commença à en avoir peur. Ce sourire n'était pas une chose naturelle. Il lui fit penser à un poisson mort, à de l'eau polluée, à la surface de la lune vue au télescope. Il lui fit sentir que sa vessie était pleine d'un liquide chaud qui voulait s'échapper. « Tu le connais » répéta Flagg. « Mais non, commença-t-elle. Et Flagg se pencha au-dessus de l'interphone. Lloyd, est-ce que Lloyd est déjà parti ?»« Non, je suis toujours là, dit Lloyd. Le matériel était bon, une sonorité excellente. Attends un peu pour la moto de Daïna. Nous avons encore un détail à régler. D'accord, fit Lloyd. Un déclic. Flagg la regardait, souriant, les mains fermées. Il la regarda très longtemps. Daïna commençait à transpirer. Les yeux de Flagg semblaient grandir, s'assombrir. Regarder dans ses yeux, c'était comme regarder au fond de 2 puits, très vieux, très profonds. Cette fois, lorsqu'elle voulut détourner les yeux, elle n'en fut pas capable. « Dis-moi, dit-il d'une voix très douce, évitons un incident désagréable, veux-tu » Très loin, elle entendit sa propre voix qui disait « Tout ça n'était que du théâtre, hein? Une petite pièce en un acte ?»« Je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire, dit-il. »« Mais si, vous comprenez parfaitement bien, répondit-elle. Votre erreur, c'est d'avoir fait répondre Lloyd si vite. Quand vous dites grenouille, ils se mettent tous à sauter. Il aurait dû être parti depuis longtemps avec ma moto. Mais vous lui aviez dit de rester, parce que vous n'avez jamais eu l'intention de me laisser partir. Ma petite, t'es complètement paranoïaque, dit Flagg. Sans doute ces mauvais moments que tu as passés avec ces hommes, ceux du zoo itinérant. C'était certainement terrible, et ceux-ci pourraient devenir terribles aussi. Mais nous ne voulons pas de ça, n'est-ce pas? Sa résistance baissait, comme si elle s'échappait par ses jambes en parfaite ligne de force. Rassemblant ce qui lui restait de volonté, elle serra sa main droite, complètement engourdie, et se donna un coup de poing au-dessus de l'œil droit. Une explosion de douleur dans son crâne, ses yeux se troublèrent. Sa tête bascula en arrière et heurta la porte en faisant un son creux. Mais son regard s'était arraché au sien, et elle sentit que sa volonté revenait, sa volonté et sa résistance. « Oh, vous êtes très fort, dit-elle, haletante. Tu le connais, répéta-t-il. Il commença à s'approcher d'elle. Tu sais, et tu vas me le dire, inutile de te donner des coups sur la tête. Et pourquoi ne savez-vous pas demanda Daïna. Vous étiez au courant pour le juge, vous étiez au courant pour moi. Comment se fait-il que vous ne soyez pas au courant pour... Les mains de Flagg s'abattirent sur ses épaules avec une force incroyable. Elles étaient froides, aussi froides que du marbre. Qui? Et je ne sais pas. Il la secouait comme une poupée de chiffon, le visage grimaçant, féroce, terrible. Ses mains étaient froides, mais son visage brûlait comme le sable du désert. « Tu le sais. Dis-moi, qui ?»« Mais pourquoi ne le savez-vous pas ?» répondait-elle. « Parce que je ne le vois pas, rugit-il, et il la catapulta à l'autre bout de la pièce. Elle roula par terre, s'arrêta, tas informe, et quand elle vit le pinceau lumineux de son visage balayer l'obscurité pour la retrouver, sa vessie lâcha, répandant un liquide chaud entre ses cuisses. Le visage doux et compréhensif de la raison n'était plus là. Randy Flagg était parti. Elle était maintenant avec le promeneur, avec le grand patron, et que Dieu la protège. « Tu vas me dire ce que je veux savoir !» Elle le regarda, puis se releva lentement. Elle sentait le poids du couteau contre son avant-bras. « Oui, je vais vous dire. Approchez-vous. » Il s'avança d'un pas, souriant. « Non, beaucoup plus près. Je veux chuchoter le nom dans votre oreille. » Il s'approcha encore. Elle sentait à la fois une chaleur torride et un froid glacial. Dans ses oreilles, elle entendait des notes sans suite très hautes. Elle sentait une odeur de pourriture et d'humidité douceâtre et écœurante. Elle sentait une odeur de folie, comme une odeur de légumes pourris dans une cave obscure. « Plus près !» murmura-t-elle d'une voix rauque. Il fit encore un pas, et elle fit basculer son poignet d'un coup sec. Elle entendit le déclic du ressort, et la lame vint frapper de tout son poids au creux de sa main.
Prends ça hurla-t-elle d'une voix hystérique, et elle leva son bras en lui faisant décrire un grand arc de cercle, prêt à l'éventrer, à le voir tituber dans la pièce, ses intestins pendant en serpentins fumants. Mais l'homme éclata de rire, main sur les hanches, son visage rouge comme une braise renversée en arrière. L'homme se tordait de rire. « Ah, ma petite !» hurla-t-il, avant d'être emporté par une autre rafale de rire. Elle regarda stupidement sa main qui tenait une banane jaune bien dure, avec une petite étiquette bleue et blanche Chiquita. Elle la laissa tomber, horrifiée, sur le tapis, où elle se transforma en un sourire jaunâtre et méchant, reflet de celui de Flag. « Tu vas me dire, murmura-t-il. Oh oui, tu vas me dire. Et Daïna sut qu'il avait raison. Elle se retourna brusquement, si brusquement que même l'homme noir fut momentanément pris de court. Une de ses mains noires s'élança, mais n'agrippa que le dos de son chemisier, ne lui laissant qu'un morceau de soie entre les doigts. Daïna bondit vers la baie vitrée. « Non !» hurla Flag. Et elle le sentit s'élancer derrière elle, comme un vent noir de tempête. Elle se donna de l'élan, en poussant sur ses jambes comme sur des pistons, et frappa la glace avec le sommet de son crâne. Un bruit sourd de verre qui casse, et elle vit des morceaux de glace, incroyablement épais, pleuvoir sur le terrain de stationnement des employés. Des zébrures torturées, comme des veines de vif argent, se dessinèrent autour du point d'impact. Emportée par son élan, elle passa à moitié à travers le trou, et c'est là qu'elle s'arrêta, sanglante. Elle sentit ses mains sur ses épaules, et se demanda combien de temps il lui faudrait pour la faire parler. 1 heure? 2? Elle croyait bien être en train de mourir, mais pas assez vite. Cet homme que j'ai vu, il ne peut pas le sentir, le percevoir, parce qu'il est différent, Il la tirait en arrière. Elle se tua tout simplement en se frappant férocement la tête sur la droite. Un éclat de verre tranchant comme un rasoir s'enfonça profondément dans sa gorge. Un autre se faufila dans son œil droit. Son corps se raidit un instant, ses mains frappèrent la glace, puis tout son corps devint mou. Et ce que l'homme noir ramena dans le bureau n'était plus qu'un sac sanglant. Elle s'en était allée, peut-être triomphante. Hurlant de rage, Flag la frappait à coups de pied. À chaque coup, son corps bougeait un peu, indifférent. Flag devint fou de colère, et il se mit à l'envoyer valser dans toute la pièce à coups de pied, grognant, hurlant comme un dément. Des étincelles commencèrent à jaillir de ses cheveux, comme si quelque part en lui un cyclotron venait de s'éveiller, formant peu à peu un champ électrique qui le transformait en une énorme pile. Ses yeux brillaient d'un feu noir. Il hurlait, frappait et hurlait. Dehors, Lloyd et les autres étaient pâles. Ils se regardaient. Finalement, ce fut plus qu'ils ne pouvaient supporter. Jenny, Ken et Whitney filèrent à l'anglaise, et leurs visages blancs sales, comme du lait caillé, prirent l'expression étudiée de ceux qui n'ont rien entendu et qui ne veulent rien entendre. Seul Lloyd attendit, non parce qu'il le voulait, mais parce qu'il savait qu'il devait le faire. Finalement, Flag l'appela. Il était assis sur le bureau, les jambes croisées, les mains posées sur les genoux. Il regardait dans le vide, par-dessus la tête de Lloyd. Il y avait un courant d'air, et Lloyd vit que la baie vitrée était cassée. Les éclats de verre étaient gluants de sang. Une forme vaguement humaine gisait par terre, enveloppée dans un rideau. « Débarrasse-moi de ça !» dit Flag. « D'accord, » dit Lloyd. « Est-ce que j'emporte aussi la tête ?»« Emporte tout ça à la sortie est de la ville, » dit Flag. « Arrose-le d'essence et mets le feu. Tu m'entends? Fais-la brûler. Tu vas me faire brûler cette saloperie, oui ?»« Entendu, » dit Lloyd. « Très bien, » dit Flag, avec un sourire affable. Tremblant, la bouche en coton, gémissant presque de terreur, Lloyd essaya de ramasser l'encombrant objet. Le dessous était collant. L'objet plia, glissa entre ses bras et retomba par terre. Il lança un regard terrifié à Flag, mais il regardait toujours dehors, dans cette position qui imitait un peu celle du lotus. Lloyd reprit son colis, se cramponna et avança en titubant vers la porte. « Lloyd ?» Il s'arrêta et regarda derrière lui. Un petit gémissement s'échappa de sa bouche. Flag était toujours en semi-lotus, mais il flottait maintenant à une vingtaine de centimètres au-dessus du bureau, son regard serein, toujours fixé sur la baie vitrée, à l'autre bout de la pièce. « Quoi ?» fit-il. « As-tu encore la clé que je t'ai donnée à Phoenix ?»« Oui. »« Garde-la sur toi, l'heure approche. »« D'accord. »
Il attendit, mais Flag n'en dit pas davantage. Il était là, suspendu dans l'obscurité, un vraisemblable tour de fakir hindou, le regard tourné vers le désert, un doux sourire sur les lèvres. Lloyd sortit sans demander son reste, heureux comme toujours de retourner à sa petite vie, de retrouver la raison. La journée fut calme à Las Vegas. Lloyd revint vers 2 heures de l'après-midi, empestant l'essence. Le vent avait commencé à souffler vers 5 heures. Il balayait The Strip dans tous les sens, hurlant comme une sirène entre les grands hôtels. Les palmiers, qui avaient commencé à mourir après avoir été privés d'eau en juillet et en août, s'agitaient furieusement comme des étendards en lambeaux sur un champ de bataille. Des nuages aux formes étranges couraient à toute allure dans le ciel. Au club-bar, Whitney et Ken buvaient de la bière en dévorant des sandwichs aux œufs durs. 3 vieilles dames, les 3 folles comme tout le monde les appelait, avaient quelques poules et personne ne semblait se fatiguer des œufs. Dans le casino, en dessous de la mezzanine où se trouvaient Whitney et Ken, le petit Dinny McCarthy marchait à 4 pattes sur une table de baccarat, entouré d'une armée de soldats de plastique. « Regarde ce petit bout de chou, dit Ken. On m'a demandé de le garder 1 heure. Je le garderai bien toute la semaine. J'aimerais en avoir un comme ça. Ma femme en a eu un seul, et il est venu 2 mois trop tôt. Il est mort dans la couveuse au bout de 3 jours. » Il leva les yeux en entendant Lloyd entrer. « Salut, Dinny !» lança Lloyd. « Yod, Yod !» piailla le petit Dinny. Il courut au bord de la table de baccarat, sauta à terre et courut se jeter dans les bras de Lloyd, qui le souleva et lui donna 2 gros baisers. « Tu embrasses Lloyd ?» Dinny le gratifia de 2 bises sonores. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Lloyd, en sortant de sa poche une poignée de pastilles au chocolat enveloppées dans du papier d'aluminium. Dinny avait l'air ravi. « Hé, Yod !»« Oui, qu'est-ce qu'il y a, Dinny ?»« Pourquoi tu sens essence ?»« Oh, j'ai fait brûler des ordures, » répondit Lloyd en souriant. « Va jouer maintenant. Et qui est ta maman en ce moment ?»« Angelina, » répondit l'enfant. « Et ensuite, Bonnie. Oh, j'aime bien Bonnie. Et j'aime bien Angelina aussi. »« Ne lui dis pas que Lloyd t'a donné des bonbons. Angelina me donnerait la fessée. » Dinny promit de ne rien dire et partit en courant, riant aux éclats, à l'idée d'Angelina en train de donner une fessée à Lloyd. 1 ou 2 minutes plus tard, il était de retour sur la table de baccarat, dirigeant son armée, la bouche pleine de chocolat. Whitney arriva en tablier blanc. Il apportait 2 sandwichs et une bouteille de bière bien fraîche pour Lloyd. « Oh, merci, ça a l'air bien bon. »« C'est du pain maison, » répondit fièrement Whitney. Lloyd commença à manger. « Est-ce que quelqu'un l'a vu ?» demanda-t-il au bout de quelque temps. « Non, je pense qu'il est reparti, » dit Ken. Lloyd réfléchissait. Dehors, une forte rafale de vent siffla en passant, comme perdu dans la solitude du désert. Dinny leva la tête un instant, inquiet, puis retourna à son jeu. « Je pense qu'il n'est pas très loin, » dit finalement Lloyd. « Je ne sais pas pourquoi, mais j'en suis presque sûr. À mon avis, il attend quelque chose, mais je ne sais pas quoi. »« Est-ce que tu penses qu'il l'a fait parler ?» demanda tout bas Whitney. « Oh non, » répliqua Lloyd en regardant Dinny. « Je ne pense pas. Quelque chose n'a pas marché. Elle a eu de la chance, ou bien elle a été plus maligne que lui. Ça n'arrive pas souvent. »« Oh, ça ne changera strictement rien en fin de compte, » dit Ken. Mais il avait l'air troublé. « Oui, c'est vrai, » dit Lloyd. Il écouta le vent un moment. « Il est peut-être reparti à Los Angeles, » reprit-il. Mais il ne le croyait pas, et son visage le montrait. Whitney retourna à la cuisine et revint avec d'autres bouteilles de bière. Ils burent ensemble, perdus dans leurs pensées, qui n'avaient rien de rassurantes. D'abord le juge, maintenant cette femme, tous les 2 morts, et aucun d'eux n'avait parlé. Aucun n'avait été démarqué comme il l'avait ordonné. Il semblait bien